débat du dimanche, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avec le retour du Maroc dans la grande famille africaine et puis l'élection du chef de la diplomatie tchadienne à la présidence de la commission de l'UA. Au Mali, nous allons parler également de cette grève des magistrats et puis ce rapprochement entre le RPM, le parti au pouvoir, et le parrainat de Tchébile Dramé. Des questions qui seront abordées par nos invités, Badou Sidi Koba de Carrefour, Alexis Calambri des Échos, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. Mais avant de commencer à parler de cette thématique, vous savez que c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2017. Un petit tour de table pour peut-être savoir les pronostics. Badou, Koba, comment est-ce que vous voyez cette finale Cameroun-Égypte? En tout cas, cette finale, c'est le choc des titans quand même. Je vois probablement une victoire du Cameroun. C'est mon souhait en tout cas. Ok, on le saura à l'issue du coup de sifflet final. Chana, vous aussi, Bon, Cameroun? voilà deux équipes inattendues. Et je pronostique Cameroun, victoire camerounaise. D'accord. Bon, Alexis, je ne sais pas si on devine sa réponse. Non, mais moi, je l'ai toujours dit à ma plus grande honte, je suis nul en football. Le cœur penche plus pour le Cameroun, mais je voudrais ajouter que c'est vrai qu'on n'a pas trop été surpris par la prestation des Aigles, vu tout le problème qu'il y a autour, mais on aurait aimé qu'ils viennent chez nous avant de regagner leur pays quand même. Ouais. Pour les lapider. Ouais, quand même. Pourquoi? Justement, moi je voulais dire les Aigles, mais ils ne sont pas en finale. Donc, c'est plutôt l'Égypte. Voilà. Moi, je pense que c'est l'Égypte qui va remporter la Coupe. Bon, Serge, si tu gagnes, si je gagne le Cameroun, tu me donnes combien? Mais on verra bien. On parie. On verra bien donc au coup de sifflet final. Revenons autour de ce plateau pour parler du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La fin, c'était cette semaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Principale information, le retour du Maroc dans la grande famille africaine et puis également la présidence de la commission de l'Union africaine désormais occupée par un Tchadien, le chef de la diplomatie tchadienne donc, qui succède à la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Mais ici, nous écoutons le roi du Maroc qui s'est adressé très très ému au chef d'État du continent. Nous l'écoutons. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. Voilà, nous avons choisi de retrouver la famille. L'Afrique est un continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur Badou Koba, déjà sur le retour du Maroc dans la grande famille africaine, avant de parler d'autres enjeux, d'autres thématiques liées à ce sommet. Le retour du Maroc répond plutôt à des enjeux économiques et stratégiques. Vous savez que le Maroc s'est retiré de l'OIA en 1983 suite à l'affaire du Rio de Oro qu'on appelle actuellement le Sahara occidental. Donc actuellement le Maroc est un pays qui produit beaucoup de fruits. Le Maroc est un pays qui évolue beaucoup dans le domaine des banques. Le Maroc est un pays qui produit beaucoup d'articles qui ne peuvent être vendus sur le continent européen. Donc ces produits ne peuvent être vendus qu'au niveau de l'Afrique. Donc il y a tous ces enjeux qui ont poussé le Maroc vraiment à se tourner enfin vers l'Union africaine. Parce que vu tout ce qu'il produit, le pays ne pouvait en aucune manière rester au-delà de l'Union africaine. C'était impossible. Ok, Alexis, sur le retour du Maroc. Oui, alors le roi a aussi dit nous avons eu raison de partir. Aujourd'hui, nous avons raison de revenir. Non, je pense que ils ont fait de la réelle politique qui veut qu'aujourd'hui les enjeux géostratégiques et leur expansion qu'ils ont mis en place ne peut pas aller sans une appartenance à l'Union africaine. Et si vous avez vu, on en reparlera, tous les chantiers que le Maroc a développés et continue à développer par rapport
à nos voisins. Il a besoin aujourd'hui d'être à l'Union africaine pour mieux défendre son dossier. Oui, Charles Takiou. Bon, moi, je ne partage pas du tout l'analyse de mon voisin de droite en mettant l'accent sur l'expansion économique du Maroc. Le Maroc a quitté l'Union africaine, mais cela n'a pas empêché le Maroc de travailler avec les pays africains. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'expansion économique du Maroc. C'est une question hautement politique. Le Maroc est parti pour des raisons politiques. Il est revenu pour des raisons politiques. Sinon, durant tout le temps où le Maroc ne faisait pas partie de cette organisation, on achetait bien ce fruit ici, en Côte d'Ivoire, au Niger, un peu partout. Ça n'a rien à voir. Seulement, là où je peux vous donner un bémol, c'est que le Maroc est un pays important au point de vue économique. Un pays important au point de vue stratégique. Un pays important, quand on dit important, important surtout par rapport à qui? Par rapport à l'Algérie, qui est leader, mais qui n'apporte pas grand-chose aux pays africains. Le Maroc partage sa connaissance, partage sa croissance avec les pays africains. Et le Maroc a quitté l'Union africaine à cause précisément de l'Algérie, parce que l'Algérie soutient la fantomatique République sahraoui démocratique. Donc aujourd'hui, le Maroc est revenu au sein de cette organisation, estimant que dans quelque temps, ceux qui avaient soutenu l'Algérie dans ce projet-là vont retirer à l'Algérie vraiment ce soutien-là pour la non-reconnaissance de cette fantomatique république. Ok, avant de donner la parole à Serge, je voyais Badou qui voulait peut-être préciser le fond de sa pensée, ou bien on continue. Bon, ce que je souhaitais ajouter, c'est que le Sahara occidental en tant qu'entité ne représentait pas grand-chose. Et en 1975, au moment où les Espagnols évacuaient le pays, il y a eu une conversation téléphonique entre le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'époque, Pedro Cortinas, et Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères. Henry Kissinger lui a fait comprendre que sur le continent africain, il y a des entités territoriales qui sont des absurdités, et le Sahara occidental en fait partie. Je crois que le Maroc a beaucoup fait pour développer le Sahara occidental. Le Maroc a marocanisé le Sahara occidental. Il y a beaucoup d'infrastructures au Sahara occidental. Il serait difficile que le Maroc renonce au Sahara occidental, parce que c'est 80% aussi du territoire marocain. Ok, c'est quand même une victoire diplomatique pour le Maroc, ce retour-là. Mais c'est un acte d'abord essentiellement politique, pas économique à mon avis, parce que avant son grand retour, ce qui était frappant, c'est qu'il y avait une coopération extraordinaire. Moi, j'ai compté le nombre de pays, c'est-à-dire que dans les pays africains, donc les pays du Sud, les pays nantis, pour le Sud-Africain par exemple ne voyage pas autant chaque année, ne voyage pas comme le roi du Maroc, si vous voulez. Si vous prenez pas le président tunisien ou le président algérien, ou enfin il est malade, mais je veux dire qu'il n'y a pas cette offensive diplomatique d'un chef d'État d'un pays du Sud plus nanti que les autres, vers le continent africain. Donc le Maroc n'a pas attendu son retour pour développer ses relations économiques avec l'Afrique. Maintenant, les choses vont changer, c'est-à-dire que le retour, c'est une victoire diplomatique, je le disais, pour le Maroc, mais c'est également une excellente nouvelle pour le reste du continent africain, parce que vous allez voir ce qui va se passer, c'est que l'Algérie, d'abord, va chercher à se réveiller maintenant, en se disant, tiens, attention, là, j'ai un concurrent de taille. Mais le Maroc, ce sont des gens très organisés, quand vous connaissez ce pays, son mode de fonctionnement, des diplomates de très très haut niveau, et ils ont tout un programme de coopération, maintenant qui sont revenus, coopération dans le domaine économique, ça a commencé déjà, ça va s'accélérer, mais également dans le domaine sécuritaire, parce que c'est à la une aujourd'hui. Vous savez que demain, Bamako va abriter un sommet du G5. Le Maroc, pour ceux qui ne le savent pas, collabore déjà avec le G5. Donc ça va être politique ensuite, donc les grandes visions, la vision de l'Afrique par rapport à la planète, à l'ONU, des choses vont bouger. Je pense que c'est une très grande chose, c'est une bonne chose pour le continent, c'est une bonne chose pour le Maroc, mais ce n'est pas parce que le Maroc avait besoin d'ouverture, d'investissement, de faire des investissements économiques qu'il revenait. Évidemment, le Maroc va en profiter, mais c'est d'abord un acte hautement politique, comme l'a dit Alexis tout à l'heure. Oui, on oublie souvent de préciser que le Maroc fait partie des pays fondateurs de l'OUA, avec notamment le bloc de Casablanca.
Mais Alexis Calambri, tout cela se fait sur fond de rivalité économique. Hein. On sait que certains pays avaient essayé de freiner des quatre, le Nigeria par exemple, ou l'Afrique du Sud, peut-être qu'ils voient en le Maroc peut-être un grand rival économique. Est-ce qu'on peut l'entrevoir ainsi aussi? Non, sur ce terrain, la concurrence va être très rude. Vous savez, ce qui est bien avec le Maroc, Chana et Serre sont bien introduits de ce côté parce qu'ils vont régulièrement. Au Maroc. La dernière fois, il y a fait 2 ans, je suis allé au Maroc. Donc, mais c'est un pays que j'adore. Oui, c'est pour dire que si vous avez vu, ils ont vraiment des projets porteurs, comme on est en train de faire au Mali comment on appelle ça, les zones de développement. Le Maroc a fait ça il y a plus de 10 ans, où ils ont vraiment, c'est là qu'on a vu Tagemed, on a vu le grand projet de l'Ayoun, ainsi de suite. Non, ça doit faire peur aux grands Africains. Si vous prenez l'Afrique du Sud, chez nous, ils n'ont été présents que dans l'électricité, et à la limite, ça s'est mal passé. N'est-ce pas? Les les Nigériens qui viennent sont beaucoup plus dans les banques. Mais ce qui se passe avec le Maroc, c'est que très souvent, c'est des entreprises, c'est, disons, un projet pensé par le pays même, mis en route, ainsi de suite. Il y a toute une diplomatie derrière. Ça fait qu'ils sont sur une lancée que aucun, en tout cas dans sa forme actuelle, aucun de ces géants déjà ne peut arrêter. Okay. Juste pour ajouter que Sékou était quand même dans la salle. Oui, tout à fait. Voilà. Effectivement. M. Anatakio également, il y a, en termes de timing, 2017, pourquoi 2017? Parce qu'on peut citer à peu près 3-4 entreprises marocaines qui ont beaucoup plus de visées panafricanistes. Quand vous prenez Royal Air Maroc, Atiari Wafa Bank, ce sont des structures qui dépassent le cadre du Maroc. Et économiquement, ils ont besoin de ce ressort, de se poser sur l'Union africaine, peut-être pour continuer à prospérer. Il y a également des chantiers au Soudan du Sud que le roi est allé inaugurer. Pas forcément. Économiquement, le Maroc n'a pas besoin de la structure Union africaine. Le Maroc a besoin des pays africains. Depuis 1983, elle a quitté l'Union africaine. Mais le Maroc a continué ses relations économiques avec les pays africains. Et au-delà des pays africains, tu as cité l'ARAM. L'ARAM, au-delà des pays africains, va aux États-Unis, va en France, à Tijawara Bank, et aux États-Unis et en France. Est-ce que vous voyez? Et le Maroc investit même dans le social. Le Maroc, aujourd'hui, chez nous, au Mali, est dans le ciment. Le Maroc est dans la santé. Il y a une clinique qui est déjà prête à Sébenikoro. Non, le Maroc est un pays qui partage ses connaissances, qui partage qui partage sur tout point de vue. Le Maroc partage, contrairement à certains qui ne font que s'armer et créer des difficultés aux voisins. D'accord. Je voulais quand même dire que, un bémol quand même, hein. Le fait d'être revenu à l'Union africaine, c'est un plus pour le Maroc dans le cadre de son business. Parce qu'ils disent eux-mêmes clairement, le ministre des Affaires étrangères marocain l'a dit nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est clair, si vous voulez faire du business, si vous êtes africain, c'est plus facile pour vous de faire du business en tant qu'Africain en Afrique que d'être en Afrique et de ne pas être dans l'Union africaine. Donc disons quand même que ce retour, c'est aussi une bonne chose pour ça. Pas seulement pour ça. Et vous parliez tout à l'heure de la clinique. Il y a dans la démarche marocaine de coopération, une coopération globale, c'est-à-dire région par région, vous avez parlé des banques, mais également pays par pays. Le Maroc vient de terminer, il est en finition à Bamako, la clinique, l'une des cliniques les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest. Et ça n'a pas coûté 1 franc au Mali. Et vous qui
parler de mes amitiés avec le Maroc, je vous apprends que Sa Majesté arrive à Bamako avant la fin du mois. Mais encore une fois, est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire que moi, ce qui me fascine dans la démarche marocaine, et j'en aurais terminé, c'est de voir Sa Majesté, de voir le roi du Maroc lui-même se déplacer pour aller au moins 2 ou 3 voyages par an, si vous voulez. Et ce sont des tournées, c'est-à-dire ce ne sont pas des voyages éclairs qu'il effectue dans ces pays-là. Si vous n'aimez pas ces pays, vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça. Quelqu'un me racontait que récemment, la dernière fois qu'il allait en RDC, il est allé à son hôtel et paf, il prend une voiture pour aller se balader, pour sentir le pays. C'était quand même un plus, si vous voulez, qu'on n'a pas connu avec d'autres pays. Le seul pays qui était aussi généreux avec l'Afrique, c'était à l'époque de Kadhafi, c'était la Libye, qui avait aussi une compagnie aérienne, notamment la moins chère, si vous voulez, avec la générosité du guide, mais quand même avec son côté fantasque, que le roi du Maroc n'a pas. C'est plus articulé, si je peux me permettre de parler comme ça. Une dernière question là-dessus. Badou Koba, est-ce que vous comprenez, vous, la réticence de pays comme l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe de Robert Mugabe, qui ont essayé vraiment d'entraver la réadmission du Maroc, qui soutiennent encore la lutte armée, celle de la République arabe sahraoui démocratique notamment? La mentalité sud-africaine, la mentalité angolaise et la mentalité zimbabwéenne est plutôt d'ordre idéologique. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont combattu le colonialisme, qui se sont battus pour obtenir leur indépendance. Donc, ils estiment que le Sahara occidental est occupé par le Maroc doit se retirer du Sahara occidental. Rapidement, j'aimerais ajouter quelques éléments. C'est-à-dire que l'adhésion du Maroc, d'après le ministre marocain des Affaires étrangères, Saladin Mezouar, est aussi stratégique. Parce que si le Maroc intègre l'Union africaine, l'article 32 lui permet peut-être de lutter pour isoler le Sahara occidental. Parce que le représentant du Sahara occidental, Brahim Ghali, n'est pas représentatif. Et depuis que le leader même du Front Polisario, Mohamed Ould Abdelaziz, est décédé, donc cela a décapité le Front Polisario. Deuxièmement, de plus en plus, les Sahraouis quittent le camp de réfugiés de Tindouf pour rentrer dans la capitale Dakhla parce que, comme je l'ai dit au début du débat, le Maroc a fourni beaucoup d'efforts. À Dakhla, actuellement, le logement est gratuit, les soins de santé sont gratuits. Donc, il y a tout ça qui est en train vraiment d'attirer les Sahraouis vers ce territoire. Ok, ce n'était pas que le seul enjeu, on va essayer d'avancer dans le débat. Il y avait également cette course à la succession de Nkosazana Dlamini Zouma. Finalement, c'est un successeur, c'est un Tchadien, le chef de la diplomatie tchadienne. Chana Takiou, il y avait beaucoup de candidats. Il y avait un Sénégalais, il y avait une Kenyane, une Botswanaise, tant d'autres, mais à l'arrivée, c'est le Tchad. Est-ce qu'au départ, vous auriez fait ce pronostic-là, la victoire du candidat tchadien? C'était moi mon souhait. C'est vrai qu'on avait l'ami sénégalais qui est là, et Bathily qui est ami à tous nos chefs, nos leaders politiques. C'était vraiment gênant pour le Mali. Est-ce que vous voyez, parce qu'on a une dette à payer vis-à-vis quand même du Tchad. Et je ne sais pas quel a été le vote du Mali, mais je ne sais pas. Et je pense que, vu le sacrifice que le Tchad a fait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Nigeria, Centrafrique, République Centrafrique, Niger, Mali et bien d'autres, avec ce qui a appauvri même le Tchad, qui est en retard de salaire parce que le président tchadien a fait des sacrifices énormes pour les autres pays africains. La prise en charge de ces militaires avec armes et bagages coûte extrêmement cher. Ce qui a pesé sur le peuple tchadien qui connaît aujourd'hui un retard de salaire. Donc je pense que les Africains, de façon générale, étant reconnaissants, vraiment c'est tout à fait normal qu'ils puissent renvoyer l'ascenseur au peuple tchadien en acceptant d'élire vraiment son candidat à la commission de l'Union africaine. Je pense que le Tchad le mérite. Alexis Kalambi. Oui, il y a eu deux choses. Oui, c'est vrai ce que Chan a dit, mais en plus, il y a un système de rotation et logiquement, ça revenait à l'Afrique centrale. Mais vous avez vu que ça n'a pas été facile parce que je crois que c'est au 7e tour qu'il a passé. Et moi, ma surprise a été que pour moi, ça se jouait entre lui et Bathily, mais au finish, on a vu que Bathily est tombé un peu plus tôt. Mais oui, ce n'est que justice en ce sens que aujourd'hui émergent les questions sécuritaires.
quand on parle de sécurité en Afrique, on voit d'abord et en premier le Tchad. Donc, avec un président de la commission tchadien, on se dit ça va peut-être faciliter les choses, ou en tout cas ce n'est que justice vis-à-vis du Tchad. Mais encore une fois, la problématique, c'est encore le pouvoir qu'on doit octroyer au président de la commission. Oui, Badou. Moi, je pense humblement que cette victoire du Tchad s'explique par le fait, premièrement, de l'intervention des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali Fatim. Donc, les Tchadiens ont payé un lourd tribut en République du Mali. Les Tchadiens sont intervenus dans le nord du Nigeria, dans le nord-est du Nigeria pour combattre Boko Haram. Ils soutiennent l'armée nigérienne contre Boko Haram. Donc, le Tchad est devenu une puissance régionale. Le Tchad fait des efforts. Le Tchad envoie ses troupes dans les États voisins. Et ça a beaucoup pesé sur les finances tchadiennes. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour, il y a des opérations ville morte. Chaque fois, les fonctionnaires se rebellent parce que pratiquement le budget tchadien est tourné vers l'extérieur. Alors, quand on observe les choses, il y a une chose qui est claire. À partir du moment où Alexis, le nouveau président d'exercice de l'Union africaine, était de l'Afrique de l'Ouest, c'était différent d'avoir un président de la Commission de l'Afrique de l'Ouest. En plus, un voisin, si vous voulez, du président d'exercice. C'est pas fréquent, si vous voulez. Alors, mais l'autre chose, et vous avez raison de le dire, c'est qu'il y a le poids sécuritaire quand même d'un pays comme le Tchad. Je ne sais pas quel était le vote du Mali, mais beaucoup disent que le Mali aurait voté finalement pour le Tchad. Le Mali avait cette dette parce qu'il y avait eu pas un conflit, mais le Tchad était un peu fâché à l'époque lorsque le Mali avait, comme le Tchad, présenté un candidat à la Banque africaine de développement. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, le poids de Déby, ça a été le poids sécuritaire, il faut le dire. Ça a été quelque chose, à mon avis, de déterminant. Mais l'autre chose, c'est que les Algériens ont joué. Parce que les Algériens voyaient en M. Bathily, en l'ami Bathily du Sénégal, l'homme des Marocains. Et pour les Algériens, il n'était pas question que M. Bathily devienne président de la commission, parce que pour eux, à partir du moment où il était soupçonné d'être soutenu par par les Marocains, il fallait tout faire pour qu'il ne soit pas élu. Ok, on peut peut-être se demander entre-temps ce qui s'est passé, puisque cette élection-là a été prévue lors du sommet de Kigali l'année dernière, et la CEDEAO a joué des coudes vraiment pour obtenir le report, et on se disait peut-être que c'était en faveur de Bathily. Mais dans les coulisses d'Addis Abeba, il se disait aussi que la candidature de Bathily n'était pas portée par la CEDEAO, ça a été parachuté par les Nations Unies. Peut-être que ça aussi... Il y a eu une sorte de manque de solidarité. Si vous vous souvenez, à Kigali, le président guinéen a clairement dit « Nous avons bloqué parce que nous avons un candidat qui n'a pas pu être prêt à temps. C'est pour ça que nous avons bloqué. » Il l'a dit publiquement. Mais après, effectivement, on était en droit. Bathily a fait le tour et chaque fois, il a dit sa candidature n'était pas portée que par le Sénégal, mais vraiment par la CEDEAO. Et on se disait le fait d'avoir, une bonne entrée au niveau des Nations Unies était un plus. Mais effectivement, il y avait le poids de l'Algérie et à la limite, je soupçonne l'Algérie dans sa quête. Vous avez vu que depuis que l'Union africaine existe, c'est l'Algérie qui occupait la commission paix et sécurité. Je pense que pour tout ça, ils ont renoncé cette année même à la commission paix et sécurité, juste au moins pour créer ce problème à Bathily. Ok. Je dis un mot par rapport à la CEDEAO. Vous savez, au finish, la CEDEAO n'a pas porté la candidature de Bathily parce que Bathily n'a pas fait le plein de voix de la CEDEAO. Et cela aussi peut s'expliquer aisément parce que la diplomatie sénégalaise est très gourmande. L'UMOA est bloqué depuis un certain temps. On devait changer les commissaires, la présidence. Le Sénégal qui a cédé la main il n'y a même pas longtemps, veut encore occuper la présidence de l'UMOA. Le Niger aussi est candidat. Il y a un blocage à ce niveau. Partout, le Sénégal est prêt à prendre et à ne rien laisser pour les autres. Donc vraiment, ça peut se comprendre. Ok, peut-être une dernière question sur ça. Il y avait également la réforme, on parle de cette commission Kagame. Les chefs d'État ne seraient pas d'accord par une des propositions selon lesquelles les commissaires doivent peut-être être
nommer, il faut un avis de recrutement, un avis d'appel pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de dynamisme au sein de la commission. Il y a aussi que les députés doivent être directement élus plutôt que d'être envoyés par les assemblées nationales. C'est vrai que ce serait l'idéal. C'est vrai qu'il y a trop de favoritisme à l'UA, souvent ça ne travaille pas, c'est lourd. C'est lourd, c'est des gens qui se sentent obligés vis-à-vis d'eux, mais si on parvient à appliquer ces réformes, la commission, disons les fonctionnaires et les élus auront peut-être un peu plus les coups des franges. Moi, j'approuve totalement la réforme, ce que propose Kagame. Je connais les grandes lignes. Ce qu'il dit, c'est simple, c'est-à-dire qu'il faut que l'Union africaine devienne de plus efficace. Mais si vous voulez être efficace, il faut que les gens soient compétents, Chahana. Et s'il y a pour un poste 4 candidats, il faut qu'on choisisse le meilleur. Je trouve que c'est normal, si nous voulons vraiment être développés. Alors, ce qui se dessine, c'est que sur les 10 commissaires, désormais, les 10 commissaires auront le même pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes président de la commission que vous êtes supérieur à un autre, vous êtes commissaire comme les autres, si vous voulez. Et chacun avec son domaine de compétence. Et moi, je trouve que cette réforme est une bonne réforme. Évidemment, il y a le syndicat des chefs d'État qui ne va pas être heureux, qui ne va pas être content. Quand vous allez au Rwanda, aujourd'hui, vous êtes fiers d'être africain. C'est le pays, quand ils ont fait la dernière fois un classement des pays les mieux gouvernés au monde, le Rwanda fait partie des 20 premiers pays les mieux gouvernés, je crois même les 10 pays. Parce que quand même, c'est un pays qui a connu un génocide, qui revient de loin, le pays était divisé, les fils du pays se sont battus, il y a eu des choses extraordinaires, monstrueuses là-bas. Aujourd'hui, c'est un pays qui redécolle. Oui, Charles. Oui, Serge, ce n'est pas une ONG ou une structure indépendante, c'est une structure hautement politique. Il faut donner toujours aux politiques vraiment une possibilité de nommer des cadres à des endroits bien compris. Et l'Union africaine, tout le monde sait qu'il y a 4 grands bailleurs. Je pense le Nigeria, l'Algérie, et il y a 4... Aidez-moi à trouver les 2 autres pays. On ne va pas t'aider. En fonction des pays. Je sais que quand même, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Il y a 4 pays selon le PIB des pays. Donc, celui qui paye plus doit avoir des avantages plus que les autres. C'est une autre loi de la nature, c'est une loi aussi politique. Ces pays-là contribuent plus que les autres pays. Ils ont leur mot à dire plus que les autres pays qui ne contribuent pas beaucoup. Justement, même par rapport à la nouvelle réforme, tout cela va tomber, puisque dans la commission Kagame, il y a Donald Kaberuka qui a proposé une taxe Kaberuka. C'est que 0,2% c'est pour l'autonomie financière de l'institution. Tout à fait, effectivement. L'autonomie financière de l'institution. Il faut sortir de tout ça, justement. Bon, parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Voyez-moi ce paradoxe, où les États-Unis d'Amérique, tout ça là. Jusqu'à présent, l'Union africaine n'a pas une autonomie financière. Elle continue à tendre la main aux bailleurs de fonds. Donc, où est cette indépendance? Où est cette autonomie dans l'action? C'est pourquoi les forces de sécurité en attente, on n'arrive pas à les mettre en place pour réagir au moment voulu. Okay. On n'a pas les moyens de notre politique. D'accord. Quand même, ok, très rapidement, avant d'arriver au deuxième point. Certaines avancées, comme il y a la capacité, la capacité de réponse immédiate au conflit. Et il faut le rappeler aussi, ce sont des contingents exclusivement africains qui combattent les Shabab en Somalie dans le cadre de la mission. Il y a la réforme institutionnelle en cours et il y a l'Union africaine qui refuse de reconnaître la Somaliland comme entité, même si la Somaliland estime que sa capitale Hargeisa a été complètement détruite par Mohamed Chad Barre, qui était le dictateur somalien. Donc voilà des avancées qui doivent être saluées et qui doivent être pérennisées. Ok, il y a quel résultat? Quelle avancée? Quel résultat? Ça fait longtemps. Quel résultat? Il n'y a pas de résultat. Il y a aussi que le nouveau président en exercice de l'UA, c'est le Guinéen Alpha Condé, qui a même été triomphalement accueilli. Et moi, je pensais qu'une présidence, c'est dans l'ordre normal des choses, Alexis. Oui, mais la façon, l'euphorie avec laquelle... Non, mais la Guinée revient de loin. La Guinée, c'est différent. Vous n'avez... Les Guinéens n'étaient nulle part. Ils n'étaient pas assez agressifs à l'international. La Guinée n'était même pas dans l'OMVS. Pourtant, le fleuve Sénégal prend sa source chez eux. Ils ne sont pas dans l'UEMOA. Ils ne sont... Donc, je pense que c'était à l'aune de la Guinée, c'est important.
Et Alpha Condé, a fait de la récupération politique, ça se comprend aussi. Ouais, même s'il a tapé du poing sur la table en disant au chef d'État, par exemple, que lors des réunions des Nations Unies, ils sont pile à l'heure, mais il suffit qu'ils viennent à Addis Abeba pour que les gens vraiment soient en retard. Il a dit ça c'est le changement. Non, c'est pas le changement, parce que il a dit ça, mais vous avez vu ce qui s'est passé le lendemain. Les gens ne sont pas venus à 10 heures, les gens sont venus en retard. Donc c'était une manière la réponse du berger à la bergère. Je pense que c'est une bonne chose. Il n'a pas été entendu. Non, il n'a pas été entendu. Le lendemain, les gens sont venus en retard. Et il était là. Vous le connaissez, quand il se fâche. Parce que tu étais là-bas. Mais moi, je sais. Mais bien sûr. Il était là fâché, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait pas prendre un décret pour les virer. Ils ne sont pas ministres de son gouvernement. Je pense que c'est une bonne chose que ça soit qu'Alpha Condé prenne la tête de la présidence. Bon. Parce que c'est quand même un panafricaniste, quoi qu'on dise. C'est quelqu'un qui, il va dans un petit pays africain, il a toujours un ami. Il a lutté pour les luttes d'indépendance. C'était vraiment quand même un démocrate. Même si on a des choses à lui reprocher aujourd'hui dans sa gestion. C'est une bonne chose. Et ça donne un plus quand même à son pays. Parce que il porte quand même le nom de la Guinée. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait été accueilli triomphalement. Je me demande s'il n'est pas parti en Haute-Guinée actuellement. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ok. Deuxième thème de l'émission avec cette grève des magistrats au Mali à l'appel de deux syndicats. La corporation qui observe depuis le 9 janvier un mot d'ordre de grève qui a paralysé, qui continue de paralyser vraiment le système judiciaire malien. Badou Koba, on pensait que le mot d'ordre, peut-être c'était la fin il y a 2 jours avec ce communiqué lu à l'ORTM, mais rebondissement. Le comité directeur se désolidarise de cette levée du mot d'ordre de grève. Dès qu'on parle de magistrats, moi j'ai une épée de Damoclès sur la tête parce que c'est une corporation qui est trop compliquée. Il faut parler avec prudence et il faut faire très attention. Est-ce que vous auriez peur? Non, c'est pas parce que j'ai peur, mais quand même ils sont costauds. Ils sont trop costauds et leurs revendications en réalité sont légitimes. Les revendications sont légitimes, augmentation des salaires, il faut que leurs salaires soient alignés sur celles de leurs confrères de la sous-région, il faut qu'on leur donne des primes de logement, il faut qu'on leur établisse un plan de carrière, il faut qu'ils puissent siéger au Conseil économique, social et culturel. Tout ça, c'est des revendications légitimes, mais la situation économique du pays est telle que vraiment, ils doivent peut-être obtempérer et lâcher du lest. Et j'aurais appris même que les dignitaires et religieux se sont impliqués, les chefs de file de l'opposition s'est déplacé pour aller les voir, mais peine perdue. Oui, on doit parler en politicien ou en diplomate, je ne sais pas, mais c'est eux qui connaissent la légitimité de leurs revendications ou pas. Mais en tout état de cause, ce que les faits démontrent, c'est qu'il y a une crise en leur sein. Le président fait un communiqué et il y a un comité directeur qui fait un communiqué contraire, premièrement. Deuxièmement, dans les systèmes syndicaux qu'on connaît, disons la grève illimitée, c'est la fermeture de la porte à toute négociation, à tout dialogue. C'est vraiment l'extrême qu'ils ont adopté. Est-ce à croire qu'ils avaient épuisé tous les moyens, tous les autres canaux? J'en doute. Je pense qu'ils ont été extrémistes dès le départ. Ils avaient quand même les moyens disons, à défaut d'avoir l'autorité, ils pouvaient amener l'opinion à adhérer à leur cause, mais là, ils ont été extrémistes et maximalistes. Le mot d'ordre, il était là depuis l'ancien ministre de la Justice. C'est un vieux dossier. Oui, c'est un vieux dossier, mais il faut qu'on se dise la vérité. Les magistrats sont les fonctionnaires les plus lotis de la République du Mali. Ils ont les salaires les plus élevés de la République. Ils ont les indemnités et les primes les plus élevées de la République. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent encore? 650% de majoration de salaire, 450% de majoration de primes, 350% de majoration d'indemnités. Ah, la République, c'est pour les magistrats seulement? Le gouvernement, au stade actuel, ne peut pas satisfaire ces doléances. Il faut le leur dire. Le pays n'a pas les moyens de satisfaire ces doléances. Ils ne sont pas les seuls fonctionnaires de l'État du Mali. Encore que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de syndicats qui réclament, qui revendiquent. Et si on donnait demain aux magistrats et qu'on refusait aux autres? Non, les magistrats sont dans une logique maximaliste. Et le président Cheikh Chérif connaît celui qui a mené la barre très haut.
Il est allé très loin. Et aujourd'hui, il tente de trahir ses collègues. C'est ça. Parce que quand on va très loin et on veut reculer, ça va être difficile. Aujourd'hui, il est lâché par sa base. Il est lâché par les jeunes. Parce qu'il est allé très loin. Il est dans des situations incompréhensibles. Il est contesté, il est affaibli aujourd'hui, le président. Il faut le dire et le reconnaître. Moi, je vais parler d'abord des faits. Donc, il y a une grève illimitée, vous le dites depuis le 9. Il y a des conséquences lourdes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une pièce, un casier judiciaire. Vous ne pouvez pas légaliser un document dans un tribunal. Vous voyez dans les commissariats, par exemple, là où la grève, vous savez que la grève marque des points, vous voyez ça, il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire il n'y a pas de procédure judiciaire. Vous allez en prison, il n'y a pas d'extraction de prisonniers. Donc la grève paralyse vraiment la justice. Et ça paralyse en partie le pays, et ça c'est évident. Maintenant, lorsque vous parlez des revendications, d'abord les magistrats, lorsque vous les rencontrez, ils disent nous ne sommes pas des fonctionnaires comme les autres. Nous sommes une institution, nous sommes un pouvoir judiciaire. Chana, tu me laisses parler. Ouais. Nous sommes un pouvoir judiciaire. Nous sommes un pouvoir. Chana, on laisse Serge il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Donc eux, ils estiment que lorsque on voit leur salaire, par exemple, je ne suis pas en train de les défendre, mais il faut dire ce qu'ils réclament. Ça, c'est important avant de discuter. Lorsque vous voyez notre salaire, un magistrat en fin de carrière au Mali est moins payé qu'un magistrat ivoirien qui commence à travailler. Je pense, j'ai vécu d'autres grèves dans ce pays. Et là, c'est un peu l'analyse. Je ne comprends pas pourquoi on a pu laisser la grève durer tout ce temps. Il y a quand même des canaux traditionnels, des canaux de négociation qu'on emprunte généralement. Je ne sais pas pourquoi la grève dure toujours. On leur a proposé quelque chose, je crois, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur a proposé. Le président de la République a fait recevoir une délégation des magistrats. Il n'était pas là par la présidence de la République, le ministre Boubé. Mais je ne vois pas où est-ce que ça coince. Est-ce qu'il y a des non-dits de cette grève? Je ne sais pas. Je dis pourquoi, depuis le 9 janvier, il y a une grève et on n'arrive pas justement à mettre fin à cette grève-là. Effectivement, c'est eux qui connaissent la légitimité de leurs revendications. Effectivement, quand on les écoute, ils parlent de la situation, des conditions des confrères des pays voisins. Alexis Kalambi, on va vous donner la parole. Pour moi, c'est pas la comparaison n'est pas juste. Hein. Le niveau de vie n'est pas différent. Mais à la limite, ce que je reproche. Le bazin malien coûte plus cher que le costume ivoirien. Oui, ce que je reproche à l'État, il y a tellement de corporations qui sont dans des demandes. Vous avez vu à côté au Burkina ce qu'ils ont fait quand il y a eu la révolution et que les corporations ont commencé, mais ils ont mis tout à plat. On a demandé à tous les syndicats de faire leurs revendications. On a fait une négociation globale avec tout le monde. Je pense que l'État est dans une situation aujourd'hui où elle doit pouvoir, faire une proposition globale plutôt que de traiter au cas par cas. Oui, mais Chana aussi, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas demander aux magistrats d'être transparents, d'être clean et puis faire aussi semblant de les payer. C'est des choses qui sont quand même liées aussi. Il y a tout ça dans les revendications des magistrats. On ne fait pas semblant de les payer. Ouais. Au moment où Ibeka était Premier ministre, Alpha Oumar Konaré, président de la République du Mali, on a pris des mesures exceptionnelles pour les magistrats. On ne fait pas semblant. Ils sont, j'ai dit, les mieux payés de la République. Les professeurs de l'enseignement supérieur qui les ont enseignés, ils sont mieux payés que leurs enseignants, que leurs maîtres. 1. 2. Pour faire un plaidoyer par rapport à les revendications, ils font toujours des comparaisons avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire. Toi, en tant que journaliste d'Africa, le journaliste ivoirien est mieux payé que toi. J'arrive. Sur les magistrats. Le fonctionnaire malien, catégorie B de l'agriculture, est moins payé que le fonctionnaire de la Côte d'Ivoire, moins payé que celui du Sénégal. L'enseignant ivoirien, sénégalais est mieux payé que celui du Mali. Pourquoi ils font une comparaison avec la Côte d'Ivoire, le Mali? Ils ne sont ni ivoiriens ni sénégalais, ils sont maliens. Il faut qu'ils se conforment à la réalité malienne, à l'économie malienne, au niveau de vie malien. Au niveau de vie malien. C'est ça. C'est ça. Ils vont aller très loin pour chercher des arguments très loin. Nous sommes au Mali, qu'ils cherchent les arguments ici au Mali. Quand même en termes d'incidence sur les salaires, on parle de 34 milliards. Mais Serge, on ne comprend pas un moment, quelque chose, des promesses leur
avait été faite. Hein. On sait que c'est un vieux dossier. Là également, on ne peut pas comprendre l'État. C'est ce qui s'est passé, parce que quand j'ai entendu parler de l'époque d'Alpha Omar Konaré et de IBK, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années. Donc, il y a des engagements qui ont été pris à l'époque. Est-ce que les engagements ont été tenus? Il faut le savoir. Ce que je veux vous dire, c'est que quand un État fait semblant de payer ses fonctionnaires, les fonctionnaires font semblant de travailler. On ne peut pas dire que les magistrats, le problème de la magistrature au Mali aujourd'hui, c'est un problème plus profond. Il y a le problème de l'indépendance de la magistrature, parce qu'il le pose aussi dans les textes. Dans les revendications, ce n'est pas seulement donnez-nous du pognon. Il y a aussi des textes de la magistrature qui doivent être votés, qui disent attention, vous avez pris la décision de vous faire voter ces textes-là. Nous attendons de ces textes. Ils demandent aussi leur indépendance. Il y a un magistrat qui m'a dit... Permettez. Il y a un magistrat qui m'a dit, vous savez, nous voulons rendre la justice indépendante. Nous voulons lutter contre la corruption. Mais si nous voulons lutter contre la corruption, il faut que nous soyons bien payés. Tu dis qu'ils sont indépendants. Tu sais très bien qu'ils sont indépendants parce qu'ils ont eu affaire avec toi. Et ils ont été indépendants vis-à-vis de toi. Donc, ne parle pas trop, s'il te plaît. Voilà, quand même, dans les revendications, il parle justement de relecture du statut de la magistrature. Voilà, il y a des problèmes de fond. Tout à fait. Que Chana essaie de me faire de la diversion. Exactement. Mais il y a également des problèmes de fond. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement donner-nous du pognon. Nous voulons du wari-wari. C'est pas seulement ça. Mais il y a, non, mais Chana, il y a des problèmes de fond. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà, on ne peut pas vraiment tout ramener. On ne peut pas tout ramener autour de l'argent. Mais Badou. C'est l'argent qui bloque. Ok, Alexis. Le texte ne pose pas de problème, mais c'est l'argent qui bloque, il n'y a pas d'argent. Ouais. Non, j'ai dit que je ne sais pas pourquoi Chana fait du truc contre les magistrats. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de revendiquer? Oui, syndicalement, ils ont le droit de revendiquer. Mais en face, est-ce que l'État a été suffisamment costaud dans ses réponses? Je n'ai pas l'impression. Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on leur a promis des choses qu'on n'a pas faites? Est-ce que, sinon, je dis, à première vue, c'est condamnable, une grève de ce genre. Et ça a énormément de sincère, le disait, vous partez dans le commissariat, les gens sont en garde à vue depuis un mois. Des gens qui sont en fin de peine sont en prison parce que... Ok. Et puis ça risque de s'aggraver parce qu'aujourd'hui, il y a eu un communiqué des surveillants de prison qui dit si nous aussi, jusqu'à la fin du mois, nous n'avons pas satisfaction, nous avons des doléances, nous avons des revendications, nous aussi nous allons mettre à gréver. Donc, effectivement, il y avait un front. C'est pour ça qu'il revient à l'État de réunir tout le monde et de mettre à plat tout, surtout qu'on a tellement... Aujourd'hui, presque personne... Statut particulier. C'est Alexis qui a la parole. Allez-y, Alexis. Aujourd'hui, presque personne n'est dans le statut général de la fonction publique. Donc, c'est à l'État de revoir tout le monde, de ramener, faire une proposition globale à tout le monde. D'accord. On va suivre vraiment ce dossier, surtout avec cette assemblée générale du syndicat autonome de la magistrature lundi matin à la cour d'appel. Deuxième thème, sinon troisième thème et dernier de l'émission, cette rencontre entre le RPM, le parti au pouvoir, conduit par son président Bokari Treta, qui a donc rencontré le parrainat de Tchibile Dramé. Il y a une rencontre qui a eu lieu au siège du parrainat. Badou Sidi Koba, comment est-ce que vous voyez dans ce rapprochement entre ces deux formations politiques? Bon, ce rapprochement entre le RPM et le parrainat, peut-être, c'est le rapprochement entre le RPM et le petit monsieur et puis l'opposant poutiste, etc., etc. Ce qui est sûr et certain, c'est que lors de la rencontre, ils ont décidé... C'est pas le RPM qui a parlé le petit monsieur. Oui, je comprends. C'est pas le RPM proprement. Bon, c'est-à-dire qu'il faut souvent contrôler son langage. Ce qui est sûr et certain, cette rencontre entre le RPM et le parrainat ça intervient à un moment où nous sommes à quelques enclaves des élections de 2018. Donc, c'est peut-être stratégique. Au-delà de ça, les deux partis ont décidé, n'est-ce pas, d'œuvrer ensemble pour la pérennisation de l'accord d'Alger, pour le retour de la paix au nord et dans le centre du Mali. Ils ont abordé les questions d'immigration, etc. Mais vous n'êtes pas sans savoir que Tchibile Dramé aussi, dans le temps, était dans l'opposition. Il était au Sénat. Lui et Amirou Diabaté ont claqué la porte du Sénat pour créer le parrainat. Et pour les récompenser à l'époque, le président Alpha Omar Konaré a nommé Tchibile Dramé ministre des zones arides et semi-arides. Maître Amirou Diabaté est devenu ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est pas la même époque. Oui, c'est pas la même époque. Ibeka est devenu le premier ministre. Non, je m'explique. Laissez-moi m'expliquer. Donc,
une rencontre. Expliquez-vous. Je m'explique. Donc, une rencontre entre le parrainant et le RPM, peut-être veut tout simplement dire que le parrainant veut rentrer dans les rangs, peut-être rentrer dans le gouvernement pour contribuer à l'édification nationale. Ouais, si on continue l'histoire, ça peut être des retrouvailles, puisque ce n'est pas la première fois que ces deux formations se rencontrent. Alexis Calambri. Oui, d'abord, vu du côté du RPM, il y a une logique. Ils ont rencontré d'autres partis avant le parrainat. Ils ont rencontré aujourd'hui la CODEM. Ils avaient une rencontre prévue avec l'ADEMA jeudi. Le président a voyagé. C'est de bonne guerre pour eux. Bon, après toute la virulence qu'ils ont eue, parce qu'il fut un temps où ils ont vraiment montrer les muscles, voyant que ça ne sert à rien, peut-être qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments pour changer de stratégie. Maintenant, vu du côté du parrainat, la lecture est difficile, en ce sens que vous avez en face, des deux côtés de la table, les positions sont connues et tranchées normalement, sauf à vouloir faire de l'entrisme de la part du parrainat. On ne sait pas. Si vous voyez le communiqué, il n'y a rien dedans. Que le communiqué publié à l'issue de la rencontre dit juste on n'est pas d'accord sur tout. Bon, mais franchement, la lecture est très difficile, sauf comme dit Badou, peut-être que le parrainat prépare l'opinion à son entrée au gouvernement. Jean, jusqu'à une période récente, c'était des positions inconciliables, ces deux formations politiques. Moi, je pense que j'ai lu un articulé de Alexis et je vois que tu n'as pas la même analyse que ce que tu as écrit. Non, tu me dis que nous réserve le parrainat. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, tu rames à sens contraire. D'accord. Cela étant... C'est un éditorial, on peut avoir des regards différents. C'est pas un éditorial, c'est un commentaire. Okay, je sais de quoi je parle. C'est un commentaire, c'est pas un éditorial. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, la rencontre parrainat-RPM, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. C'est une rencontre normale, une rencontre traditionnelle. Au niveau du landerneau politique malien, les partis se rencontrent, opposition majorité se rencontrent, ils se parlent. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et quand j'entends encore Alexis dire qu'il n'y a rien dans le communiqué, il y a bel et bien quelque chose dans le communiqué. Les questions d'intérêt national, se concerter sur ces questions. Il y a identité de vue sur certains, notamment... Ça, c'est le classique. Oui, dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, l'accord, pour que l'accord avance, ils disent qu'ils n'ont qu'à œuvrer pour la mise en œuvre de l'accord. Bon, tout le monde le fait. Pourquoi vous êtes contre une rencontre? RPM parrainat, pourquoi voir quelque chose derrière ça? Moi, non, il n'est pas contre. Non, si, il est contre. Il est contre. Ce que moi je vois derrière cette rencontre, c'est vraiment une démarche tout à fait normale, logique, une entre guillemets civilisation, des rapports. Sinon, moi je ne vois pas vraiment derrière cette rencontre une manière pour le parrainat de venir au gouvernement. Non, ce n'est pas arrivé. Quand le moment viendra, vous l'avez... Ça ne se passe pas comme ça. Non, le moment n'est pas arrivé d'abord. On est loin de là. Mon sentiment, c'est que c'est pour celui qui observe un peu, c'est quelque chose de surprenant. On aurait pensé, par exemple, que l'opposition rencontre la majorité avec Soumaïla Cissé, le leader du parrainat, d'un côté, et de l'autre côté, le RPM. L'opposition hétéroclite ? Non, pas hétéroclite. L'opposition rencontre la majorité ou le chef de file de la majorité. Mais moi, je suis très bien ce qui se passe dans le marigot politique local. Ce n'est pas un simple coup de fil qui fait qu'ils se sont rencontrés. Il y a eu des discussions, certains ont voyagé, certains ont pris des contacts, ça on le sait. Mais vous n'avez pas bien lu le communiqué. Le meilleur du communiqué, c'est le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe dit, pour résumer, nous allons nous revoir. Donc il y a des chantiers qui sont ouverts. À mon avis, je termine. Non, je vous laisse la parole, parce que vous ne la prenez pas souvent. Je vous la laisse. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'étais beaucoup vraiment curieux, puisqu'on sait par exemple que c'est le parrainat, en l'occurrence son président, qui a levé les liens par rapport à l'engrais frélaté. Il y avait le principal acteur en face. Donc je me demandais si par rapport à ça, la hache de guerre a été enterrée au cours de cette rencontre. Nous sommes en politique. Ouais. Le parrainat était dans son rôle de dénoncer, de critiquer
C'est le rôle du parrainat, parti d'opposition. Aujourd'hui aussi, il continue. Le parrainat n'a pas dit qu'il va arrêter de critiquer. Hein. Le parrainat va continuer à critiquer. Mais accepter entre même que des gens se parlent, vous voyez ça comme quelque chose de mauvais. Non. Encourager le rapprochement entre partis au sein de la majorité, entre partis, majorité, opposition. Je pense que c'est normatif. C'est normatif. Accepter aussi qu'en tant que journaliste, nous allions au bout de notre curiosité. Alexis Calambri, d'accord, ok. Il n'y a pas cet élément déclencheur. Ok. Oui, c'est ça toute l'inquiétude. Nous avons expérimenté le consensus. Nous avons vu où ça nous a amené. Nous avons besoin d'une opposition. Nous avons besoin d'un parrainat qui garde sa virulence comme il l'avait. Et ce que nous voyons nous amène à nous poser beaucoup de questions. Chana veut vraiment détourner le vrai débat. Et le vrai débat est là. Pourquoi subitement le parrainat? Et surtout que ce n'est pas la première tentative de mon point de vue. Bon, pourquoi subitement maintenant le parrainat accepte d'aller à la table, de faire un communiqué pour promettre de revenir encore? Oui, il y a un an et quelques de la présidentielle. Il y a des brassées politiques. Vous observez très bien dans le marigot local, vous voyez, il y a des brassées politiques. Vous voyez par exemple qu'on parle de remaniement. On parle de changement de Premier ministre, mais depuis quelques jours, le nom qui revenait à la une n'est plus forcément le nom. On parle d'un possible opposant. Donc, l'opposant, je ne dis pas que c'est le parrainat, c'est peut-être un autre. Est-ce que ça, parce que c'est peut-être un autre nom qui circule, que ça amène le parrainat à se positionner? Mais ce que je sais de très très bonnes sources, c'est que le parrainat et le RPM ne se sont pas levés un matin pour dire nous allons nous rencontrer. Il y a un travail qui a été fait. Badou, un dernier mot avant de conclure l'émission. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Muntagatal en son temps. Il faut jamais dire jamais et toujours. Voilà. Comme en amour d'ailleurs. Justement, parce que Muntagatal a été enfermé par Ibeka à l'époque et aujourd'hui il fait partie du gouvernement du régime d'Ibeka. Donc en politique, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Et c'est sur ce donc prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Badou Sidi Koba de Carrefour, Alexis Calambri des Échos, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.